Bonjour à tous. Vous êtes impressionnants. Déjà, je voulais vous remercier d'être ici aujourd'hui. Alors, je refais la même que tout à l'heure, hein, d'avoir bravé le froid, parce que derrière, ouais, aujourd'hui, voilà, ça pique, et d'avoir bravé la grève. Donc ça, je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce soir pour partager cette conférence. Le thème de la conférence, on sent bien qu'aujourd'hui, il y a des choses qui évoluent et qui changent. On sent bien également que la façon de consommer est en train d'évoluer. Et nous-mêmes, nous sentons qu'à un moment, mais dans ce qu'on a envie de vivre, dans l'expérience qu'on a envie de vivre, mais par moments, elle peut être un peu différente de ce qu'on connaissait. Et donc l'objectif aujourd'hui, c'est de partager avec vous une conférence sur l'expérience utilisateur. On aura 3 thèmes. On aura un premier thème avec Christophe Rebourg de l'agence InProcess, qui est une agence référente en France sur l'expérience et l'approche expérientielle de l'utilisateur. On aura également l'intervention avec l'île capitale du design tout à l'heure pour vous expliquer un peu ce qu'on va faire dans ce contexte. Et puis après, à la fin, l'équipe de l'Advance vous présentera le travail qu'ils sont en train de réaliser avec vous, avec l'ensemble des sports, sur l'incarnation de qu'est-ce que ça pourrait donner. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous demande de faire un accueil hyper chaleureux pour Christophe Rebourg. Applaudissez-le, merci. Merci, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a peu de chaises libres. Je m'y attendais pas parce que vu le contexte, effectivement, c'était pas évident. Merci Emerson pour l'introduction et voilà, j'espère qu'on va passer un bon moment. En tout cas, je vais vous parler de choses qui me tiennent à cœur. Et là, le petit badge que j'ai, vous le voyez peut-être pas, mais c'est celui de l'île capitale, donc voilà, je l'ai sur le cœur. Alors, c'est le thème du jour, la notion d'expérience. Et de façon très humble, je vous dis que c'est un pouvoir. Et vous allez voir pourquoi. Alors, pour certains, vous le savez déjà, mais ensemble, on va entrer dedans parce qu'il y a certainement quelque chose d'assez stratégique pour votre activité. Il était une fois une époque où, quand on voulait prendre un taxi, il fallait faire ça. Et puis, à un moment donné, vous aviez quelqu'un qui vous faisait entrer dans son habitacle et il se trouve qu'à ce moment-là, il pouvait allumer une cigarette. Imaginez ce que ça signifiait quand vous-même vous veniez d'arrêter de fumer. Alors vous êtes des sportifs, ça ne vous touche pas, mais moi je suis un ancien fumeur et donc c'est vrai que entrer dans un univers dans lequel quelqu'un allume une cigarette alors que vous êtes ancien fumeur, c'est assez dur. C'est un élément d'expérience. Et puis, hop là. Au-delà de ça, vous entriez aussi, au-delà de l'univers olfactif, dans un univers sonore. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête, fauteuil numéro 38 à l'Académie statistiquement, française. Il y avait des chances que ce soit cette radio-là et cette émission-là. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est statistique. Une grosse tête qui appartient déjà aux Et donc, immortels. imaginez si vous aviez envie de vous reposer, ce que ça signifiait. Donc déjà, vous entrez dans un univers olfactif, puis ensuite dans un univers sonore. Et puis, comble de la chance, vous vouliez payer avec votre carte de crédit, et là on vous disait, bah non, en fait, il marche pas, mon distributeur, ce qui est statistiquement faux, 1 fois sur 2. Mais par contre, je peux vous déposer à un distributeur de billets. Alors, imaginez si vous venez d'un long courrier, vous arrivez à l'aube à l'aéroport, il pleut, et là on vous dit non, vous ne pouvez pas payer avec votre carte de crédit et je vais vous arrêter à un distributeur. Donc là, ça fait beaucoup en termes d'expérience, mais c'est saillant, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est une expérience. Ce qui est important de savoir, c'est que en fait, notre quotidien, dans nos vies urbaines, ce qui est à peu près le cas, hein, nos vies urbaines, c'est pas le milieu rural, c'est à peu près 80-90% de la population mondiale qui vivons dans des zones urbaines. Eh bien, notre quotidien, et ça c'est scientifique, est jalonné
de ce qu'on appelle des micro-frustrations, c'est-à-dire plein de petits irritants. Et il y en a à peu près 120 par jour. Et donc, c'est là où la notion d'expérience est importante, c'est que, en fait, en tant que marque, ou inventeur de produits, ou designer, ou concepteur, toute personne qui offre une expérience, ben, en fait, vous contribuez, ou pas, à ces 120 micro-frustrations par jour. Face à ça, vous les connaissez bien, il y en a qui se sont dit, mais en fait, face à cette expérience, c'est pour ça qu'une entreprise se crée sur une notion d'expérience, et si on permettait aux gens de leur dire en combien de temps ils auraient une voiture et à quel prix? Et si, en les accueillant, on avait des signes de politesse? Et si, justement, à ce moment-là, on leur dit, mais choisissez l'univers sonore dans lequel vous voulez être, voir est-ce que vous en voulez un ou pas, et en fait, vous décidez finalement de l'ambiance dans laquelle vous voulez être. Ça, c'est hyper important, parce que quand on mesure ce qu'est une expérience, eh bien, en fait, il y a des choses qui sont hyper satisfaisantes pour nous tous, êtres humains, c'est d'avoir le sentiment de gagner du temps sur le temps. Ça, cette séquence-là, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que, vous voyez, la jeune femme tout à l'heure, elle était en train de perdre, d'avoir le sentiment de vivre un temps inconsistant, puisque, en gros, elle voulait se reposer, elle ne pouvait pas le faire, alors qu'elle aurait pu bénéficier de ce moment de mobilité pour le faire. Donc là, c'est le pire en termes d'expérience. Alors que lui, en fait, il décide d'utiliser ces 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes pour travailler. Et donc, il y a un phénomène sociologique qui est hyper fort, c'est qu'il a le sentiment de superposer un temps consistant sur un temps qui était initialement inconsistant. Donc ça, dans le mécanisme d'une expérience à valeur, c'est hyper important. C'est très simple, hein, mais c'est hyper important. Et puis, les gens qui ont inventé ce service-là, ils se sont dit, vous partez sans payer. Donc ça, c'est assez fort, c'est-à-dire que, bien sûr, vous payez, mais bon, vous payez déjà le prix que vous aviez estimé, mais surtout, vous n'avez plus cette contingence qui était extrême, hein, dans le cas où il vous disait mais ma machine ne fonctionne pas, mais je vais vous arrêter sur un distributeur, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, c'est un autre levier, effectivement, hyper intéressant de fluidité. Donc c'est vrai que ça fait gagner du temps, mais en fait, le levier expérientiel, c'est même pas le gain de temps, là, c'est le fait que vous avez le sentiment que votre mobilité est fluide, il n'y a pas d'interruption. Voyez, donc en fait, ça s'inscrit dans un mouvement de mobilité où vous passez de l'état véhiculé à l'état piéton, le tout de façon hyper fluide. Et ça contribue à potentiellement 120 micro-bonnes surprises. Et c'est là où c'est super important, parce qu'en fait, en tant qu'être humain, donc ça s'appelle le registre cognitif, eh bien en fait, on ressent si l'entreprise qui nous offre ce service contribue ou pas à des frustrations ou à des bonnes surprises. Et en fait, on donne des notes, du coup, dans nos têtes. En fait, on donne des notes aux entreprises, aux services qui activent ça. Alors, c'est pas rationnel, et on le mesure pas, on dit pas, ça vaut 12, ça vaut 13. Mais en fait, notre quotidien, c'est ça. Et en fait, ça s'accumule, et c'est ce qui fait notre culture et notre relation à une marque, à des produits, et du coup, au fait qu'ils soient désirables ou pas. En fait, il faut considérer qu'en tant qu'être humain, c'est comme une radio, on a un temps d'antenne. Et les marques ont un temps d'antenne avec moi, utilisateur. Voilà, et donc, soit ce temps d'antenne, il est de qualité, soit il ne l'est pas. Mais en tout cas, je le ressens et je vais vraiment l'évaluer. Et c'est ce qui fait que je vais décider de l'installer, on va dire, de façon forte dans mon quotidien, ou pas, de le rejeter. Alors, vous voyez, cette entreprise, vous l'avez bien vu, c'est Uber. Après, c'est tous les VTC. En fait, ils n'ont pas eu... ils ont été forts par rapport aux autres, puisque des entreprises de ce type-là, au moment où ils se sont lancés, il y en avait à peu près une vingtaine. Eux, ils se sont sortis du lot pour plein de raisons. Mais ils sont surtout sortis du lot parce qu'ils ne se sont pas éparpillés sur ce qui fait une qualité d'expérience. Après, ils peuvent être critiquables, il peut y avoir plein de débats là-dessus, hein, mais en tout cas, ils ont gardé le cap sur 3 choses importantes. C'est 1, je donne un temps à peu près fiable et une valeur à peu près fiable de ce que je vais vivre comme expérience. 2, c'est pas digital, j'essaie d'avoir un rapport humain,
C'est-à-dire qu'au moins je considère les gens et du coup je reviens sur les bases de la politesse. Et d'ailleurs c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui c'est le problème d'Uber, c'est qu'ils créent des écoles pour permettre aux chauffeurs justement d'activer ce sentiment de politesse, de revenir à des conventions de relations entre les gens qui soient d'un bon niveau. Donc vous voyez, leur sujet il n'est pas digital aujourd'hui, il est relationnel. Et 3, effectivement, j'assure qu'en toute fluidité, je peux partir sans payer. Alors, ça veut dire c'est le jour de l'expérience et du design d'expérience. Ça veut dire que finalement, une bonne expérience ou une série de bonnes expériences, ce sont des bonnes surprises. Vous voyez, c'est une série de bonnes surprises. Dans le cas d'ailleurs du VTC, il y a un truc très sympa, c'est qu'on vous dit il y a une petite bouteille d'eau, il y a des bonbons dans la couloir, c'est tout bête. Mais ces éléments-là, ils sont hyper forts parce que c'est gratuit, parce que c'est une petite attention, ça fait partie de cette convention de relation qui est de qualité. Attention, si par contre, quand vous sortez, alors c'est caricatural, hein, mais quand vous sortez, si le chauffeur fait cette tête, vous lui demandez pourquoi et qu'il vous dit écoutez, je suis endetté jusqu'à la corde parce que j'arrive pas à rembourser ma voiture, parce que l'entreprise qui m'emploie me taxe trop, parce que je suis mal payé, et ainsi de suite, eh bien en fait, tout ce qui était une qualité d'expérience avant va tomber d'un coup. C'est pour ça qu'il faut faire attention à tous les aspects. Et l'expérience, j'insiste, ça ne peut pas être l'expérience client. Ça ne peut pas être que l'expérience client. Il faut que ce soit l'expérience employée, il faut que ce soit l'expérience de tout le monde. Donc ça veut dire qu'il y a 3 niveaux à considérer. Il y a le client, bien sûr, il y a l'employé et il doit vivre l'expérience de façon harmonieuse comme vous, client. Et s'il dit je suis endetté jusqu'à la corde et je ne vais pas m'en sortir parce que Uber c'est vraiment des vilains, eh bien à un moment donné vous n'allez plus le prendre, Uber. Et c'est ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui effectivement sortent ça parce qu'ils ne veulent pas accepter cette situation. Il y a un déséquilibre. Et troisièmement, la société a un regard sur l'entreprise. C'est ça qui est important aussi. C'est-à-dire qu'il y a le client, il y a l'employé, il y a les fournisseurs, les partenaires et la société globalement qui dit est-ce que cette entreprise, elle est désirable ou pas pour que la société fonctionne bien. Donc vous voyez, l'expérience, c'est quelque chose de sophistiqué parce que ça s'évalue à plusieurs échelles. Ensuite, quand on rentre dans la mécanique de l'expérience, ben en fait, on a parlé de gain de temps, on a parlé vous voyez, d'odeur de cigarette, on a parlé de radio qu'on voulait écouter ou pas. Bien, en fait, c'est assez simple. Une expérience se décompose en 3 parties. Une dimension sensorielle, donc c'est l'odeur qu'il y a dans la voiture. Une dimension fonctionnelle, c'est le temps que vous avez, enfin en gros la fiabilité du prix, la fiabilité de la durée de la trajectoire, le temps que vous m'avez fait gagner. Tout ça, c'est des éléments fonctionnels. En fait, je vais le mesurer en disant, bah oui, ça, je suis allé de cet endroit à cet endroit, j'ai pu le faire en 10 minutes comme c'était prévu, et ainsi de suite. Je suis parti sans payer, c'était fluide. Il n'y a pas eu d'erreur sur le prix. Voilà, tout ça, c'est de l'expérience fonctionnelle. Et puis après, il y a le registre émotionnel, qui sont les imaginaires que ça active. Et c'est là où c'est subtil, parce que c'est toute la richesse de l'être humain. Quand on a le sentiment que le chauffeur est maltraité, là, ça active un registre émotionnel très fort, qui est que non, c'est pas possible. Moi, je peux pas être bien traité et lui pas. Et ça revoit sur la valeur de ce service-là et le sens qu'il a finalement dans la société. Donc vous voyez, c'est 3 dimensions. Alors je crois que vous avez vu tourner un ouvrage qui s'appelle L'expérience. Pas encore, d'accord, mais ça viendra. Il y a toutes les explications sur cet aspect-là et je vais y revenir un petit peu après. Ça veut dire qu'en tant qu'être humain, quand on a à vivre une expérience, mais en fait dans votre travail, c'est assez facile de prendre le sujet comme ça. Alors après, on peut rentrer dans le détail et ça devient sophistiqué, mais en fait, quand on construit une expérience, on peut tirer une figure à 3 dimensions en disant il y a une zone émotionnelle, une zone sensorielle et une zone fonctionnelle, et on décide, en fonction de ce qu'on construit, de quel est l'impact qu'on veut avoir
et surtout, et c'est là où vous allez voir en utilisant les sciences humaines, comment on évalue si réellement on touche ou pas à ces dimensions-là. Donc vous voyez, considérez déjà qu'une expérience, ça peut se décomposer par rapport à ces 3 dimensions. Pour nous, alors c'est mon travail au quotidien et j'ai l'impression que c'est le vôtre, en tout cas pour une majorité ici, eh bien en fait, ça passe par ces dimensions sur lesquelles on va pouvoir tirer, on va pouvoir jouer, on va pouvoir les évaluer en temps réel et voir si effectivement on est bien sur les bons sujets. Donc finalement, à ce stade-là de la présentation, la première conclusion, c'est de se dire, quand on construit une expérience, il ne faut pas essayer de couvrir trop de leviers. Là, vous avez vu Uber, il s'appuie sur 3 dimensions, hein, pas plus. Donc vous avez une entreprise qui s'appuie sur 3 dimensions. Par contre, ils le font très bien ou ils essaient de le faire très bien. Et puis ensuite, ils activent des leviers émotionnels, sensoriels et fonctionnels. Est-ce que c'est clair? Ça, vous, oui? Vous me dites hein, s'il y a des choses à préciser. Ça peut être un peu interactif. Et du coup, en fait, Uber, dans la continuité, ils se disent, voilà, moi j'ai commencé à appuyer sur des piliers expérientiels de ce type-là, et pourquoi je ne continuerai pas sur des enjeux de mobilité plus globaux? Ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que je pense que pour vous, c'est un sujet assez essentiel, c'est de se dire, à partir d'un certain nombre d'expériences, comment je continue sur ce stream finalement d'expériences, alors suivant les sports, suivant les activités que vous traitez, de la même façon, vous pouvez faire comme eux, c'est-à-dire continuer sur tous les enjeux de mobilité dans les activités que vous avez chacun. Vous voyez aujourd'hui comment des banques comme N26 ont réussi à complètement transformer l'activité du rapport à sa banque. Aujourd'hui, avec une banque comme celle-là, je pense que certains vous la connaissez, vous pouvez ouvrir un compte en 7 minutes. Et si je reprends les piliers de l'expérience, en fait, c'est je décide, à un moment donné, j'ai besoin d'un compte. Je vais sur le portail de N26, je me fais identifier via mon smartphone avec une reconnaissance faciale et je reçois 7 minutes après de quoi activer mon compte bancaire. Vous voyez, c'est hyper intéressant. Et aujourd'hui, vous regardez les chiffres de pénétration de cette banque, c'est incroyable. C'est-à-dire que toutes les banques traditionnelles, en fait, sont en train de se faire disrupter par ces modèles-là. Donc, il n'y a pas que eux, hein, mais c'est pour vous dire à quel point, aujourd'hui, une expérience, elle se construit comme ça, dans un temps hyper efficace. Pourquoi? C'est parce qu'elle s'est complètement adaptée à mon besoin spontané, qui est de dire, moi, j'ai besoin là d'acheter quelque chose, d'acheter un voyage. Ça peut être aussi des choses de petite taille. Et je peux activer la naissance d'un compte bancaire très rapidement. Alors, on a vu Uber, on a vu N26. Ce qui est très intéressant de considérer, c'est que des entreprises comme G7, qui à un moment donné auraient pu se dire non, mais c'est inadmissible, les VTC, ils ne respectent pas les lois, c'est un peu ce qu'ils ont dit. Mais à ce moment-là, le CEO de G7, il a dit aussi, écoutez, ok, ils sont un peu border avec les lois, mais surtout, nous, notre service, il n'est pas de qualité. C'est-à-dire qu'ils ont assumé le fait de se dire, attendez, regardez comment on traite les gens, parce qu'ils se sont repassés en revue ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire la réalité des expériences qu'on vivait avec le taxi à l'époque, et plutôt que de faire la tête en se disant finalement c'est des grands méchants et ils nous embêtent, ils ont décidé de reprendre eux-mêmes leur expérience, et évidemment ils sont allés puiser dans ce que font les VTC, mais finalement ils se sont connectés aux motivations réelles des gens. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que d'eux-mêmes, ils se sont dit, oui, c'est pas possible de ne pas informer en combien de temps on va arriver, c'est pas possible de donner un prix exact, c'est pas possible de traiter les gens comme on les traitait. Et donc, regardez l'impact, il est immédiat. C'est-à-dire qu'en activant simplement des leviers un peu basiques d'expérience utilisateur, finalement, ils reviennent à des performances qui sont assez remarquables. Je vais parler d'accords,
Parce que de la même façon, il y a eu Airbnb. Et à un moment donné, je ne sais pas si vous vous souvenez, on disait Airbnb va raser Accor. Ils sont arrivés il y a quelques années à la même valeur en capitalisation boursière. Et tout le monde disait c'est la fin d'Accor. Et à ce moment-là, comme G7, le CIO d'Accor a dit écoutez, on ne va pas se laisser faire. Et de la même façon, nous, on va se plonger dans les motivations réelles des gens pour essayer de voir comment, à partir de notre acquis, on va pouvoir transformer l'offre Accor. Donc, vous voyez, je vous montre ça parce que souvent, si je venais vous parler d'expérience en parlant uniquement de startups qui sont nées il n'y a pas longtemps et qui montent en croissance, vous me diriez « Ouais, mais attendez, nous, on est Decathlon, voilà, on n'est pas une startup, comment on fait ?» Et en fait, c'est là où les enjeux d'expérience, finalement, ils sont valables pour tout le monde. Si on décide vraiment de rentrer, on va voir comment tout à l'heure, dans une expérience vraiment souhaitable qui crée de la croissance sur nos activités, d'autres l'ont fait et ça marche. Accor, souvenez-vous, un hôtel à l'époque, l'accueil c'était ça, une chambre c'était ça, et en face on avait Airbnb qui disait mais attendez, une chambre d'hôtel ou une nuit à l'hôtel, ça peut pas être ça, on va aller chez les gens, là où c'est sensible, il y a de l'humanité. Mais à l'époque vous aviez ça, et pouviez vous battre sur le prix, ça marchait pas. Pourquoi ? Parce que l'expérience, regardez, elle n'est pas souhaitable. Vous ne pouvez pas vous dire, je vais passer. Vous êtes dans une ville que vous adorez et vous retrouvez le soir dans une chambre de ce type-là. Il y a zéro humanité. Donc c'est pas possible. Et alors, c'est très drôle parce que à l'époque, dans les enquêtes satisfaction, il faut vraiment se méfier des enquêtes satisfaction. Les gens, si toutefois ils trouvaient un bon hôtel dans une ville sympa, ils disaient à chaque fois, je reviendrai. Et en fait, c'est faux. C'est-à-dire que quand on va dans une ville que l'on aime, dans un hôtel à peu près sympa, en fait, on ne revient pas. Parce que quand on voyage, on cherche une autre expérience. Et donc, les statistiques sont complètement fausses. C'est-à-dire que ce que vous déclarez à ce moment-là, ce n'est pas que vous avez envie de dire quelque chose de faux, c'est que en tant qu'utilisateur, vous avez envie de vivre d'autres choses. Et évidemment, vous allez chercher une autre ville ou dans la ville que vous aimez, un autre hôtel, un autre endroit où vous allez vivre une expérience forte, en tout cas saillante, avec justement les éléments d'expérience que vous voulez. Et c'est ça que vous allez aller chercher. Et donc, c'est ce qui explique le succès d'Airbnb. C'est-à-dire que Airbnb, qui ont compris ça, et regardez, à la tête d'Airbnb, il y a 2 designers, ils ont eu cette sensibilité, cette finesse pour détecter qu'effectivement, les gens cherchaient une variété, que le voyage, c'est toujours de se décaler par rapport à son quotidien, et donc on va aller chercher des choses d'un autre genre, mais toujours avec cette humanité, cette sensibilité. Et autre chose très importante dans l'expérience Airbnb, c'est que quand vous mettez votre appartement à louer, votre maison à louer, en fait, c'est eux qui vous envoient un photographe. C'est tout bête, mais cet élément-là, en termes d'expérience, il est hyper stratégique. Pourquoi ? Parce que quand ils vous envoient un photographe, par rapport à tous les autres sites de location d'appartements ou de maisons, en fait, ils vont faire une belle photo. Surtout, ils vont faire une photo, et donc il y a une direction artistique de dingue derrière ça, qui donne confiance. Donc en fait, Airbnb, c'est le design de la confiance, uniquement. Et c'est ce qui fait qu'ils sortent du lot par rapport aux autres. Donc vous voyez, les éléments d'expérience, ça tient sur peu de choses. Et il n'y a pas de fatalité. La preuve, Accor, vous voyez, c'était ça. Et puis à un moment donné, ils se sont dit, voilà, c'est pas possible. Il y a un truc qui ne marche pas dans notre modèle. On fait comment pour que ça marche ? Et du coup, voilà, aujourd'hui, un accueil chez Accor, c'est ça. Vous voyez le changement. C'est-à-dire que tout d'un coup, pas de fatalité, un CEO qui dit, attendez, on ne va pas se laisser faire. Et nous-mêmes, on va aller comprendre ces leviers-là. Et une chambre aujourd'hui, c'est ça. Et autre chose très intéressante, c'est qu'ils se disent, attendez, nous, on a plein d'hôtels vides par moment. Ce n'est pas une fatalité. Et il y a plein d'entreprises qui ont besoin, à un moment donné, d'aller dans des workspaces. Il y a des startups qui démarrent, il y a des gens, il y a des indépendants, des freelances qui ont des activités. Mais en fait, ils se sont connectés à une startup qui a dit, moi, vos espaces vacants, je vais en faire des bureaux quand ils sont vides. Et là où c'est très fort, c'est que Accor n'a pas dit attendez, ouais, je mets un petit ticket et puis on verra bien. Ils ont dit non, on va le faire et on va prendre 50% des parts.
Voyez, donc ça veut dire que c'est une vraie détermination. Donc une expérience, c'est effectivement de retravailler sur des leviers finalement super simples, hein, comme on a vu tout à l'heure, ceux qu'utilise Airbnb, mais derrière d'aller beaucoup plus loin en disant, en fait, voilà, tout ce que je peux inventer comme idée intéressante, je le prends et ça crée mon modèle. Et bien sûr, mon modèle économique. Alors nous, Decathlon. Alors, moi, on avait déjà parlé. Moi, je ne le connaissais pas, ce monsieur. Je ne sais pas si vous le connaissez. Bernard Trujillo. Ce monsieur, en fait, il est à l'origine de votre modèle. En fait, les fondateurs de Carrefour ont passé du temps aux États-Unis et ont été influencés par cet homme-là. Gérard Mullier, de la même façon, a été influencé par cet homme-là. Parce qu'à l'époque, dans votre groupe, le premier magasin, c'était celui-là. Et ce Trujillo, en fait, il a énoncé tout un tas de concepts qui constituent l'expérience de votre groupe à l'origine. Il a dit, on va tout mettre sous le même toit. Il a dit, c'est là où il y a du trafic que l'on peut faire tout type de commerce. Il a dit, les vitrines sont les cercueils des magasins, c'est-à-dire qu'à l'époque, vous voyez, les boutiques, c'était avec leurs petites vitrines, et finalement, la distribution naissait, et les premiers éléments d'expérience, c'était de casser ça pour faire ce qu'on voit juste à côté. Ensuite, il a dit, le succès repose sur 3 pieds, le libre-service, le discount et un tam-tam publicitaire. Et s'il en manque un, ça ne marche pas. Il disait, faites du cirque dans vos magasins. Empilez haut, vendez à prix bas. Créez des îlots de pertes dans des océans de profit. C'est ces mots, hein, j'ai rien inventé. Abaissez les prix sur les articles les plus en vue, les plus connus, et rattrapez-vous sur les autres. Les pauvres ont besoin de prix bas, les riches les adorent. Attention, ça devient cynique. Pas de parking, pas de business. L'avenir est tout automobile. Ça, il faut faire très attention. Parce que c'est vrai aujourd'hui, hein, on a des surfaces de parking importantes. Parce qu'on est sur ce modèle-là. C'est plus vrai, ça. Et une pancarte est le meilleur vendeur. Vous le payez qu'une fois et il ne prend jamais de vacances. Vous voyez, par rapport au chauffeur Uber. Donc, à un moment donné, tout l'enjeu, c'est de se dire, en fait, on a des produits, on a des technologies, on a des marques, on a de la communication, on a un modèle économique, mais en fait, on en est où par rapport aux enjeux initiaux? Et il est là le sujet, en fait. Et là, toutes et tous, en fait, vous avez ça entre vos mains. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avant d'arriver au produit, on fournit quoi réellement comme expérience? C'est ça le sujet. Et je suis désolé, moi je suis là pour dire la vérité, pas forcément faire plaisir, mais quand je vois le magasin tel qu'il est aujourd'hui, dans son modèle, bien sûr il y a des choses qui ont évolué, mais il y a quand même beaucoup de choses du concept initial. Et ça, c'est peut-être bien, mais c'est quand même à évaluer par rapport à la réalité des motivations des gens. Et en tout cas, c'est votre rôle. Pas dire autre chose. C'est votre rôle. Et il y a tellement de choses intéressantes à faire que, justement, je pense que c'est une somme d'opportunités qui sont incroyables. Alors, pour attaquer concrètement sur comment on fait, je voulais passer par ce produit-là. Est-ce que vous savez ce que c'est? Un Segway, oui. Est-ce que ceux qui l'ont déjà utilisé peuvent lever la main? Vous voyez, c'est à peu près 5%. Et est-ce que ceux qui l'ont utilisé peuvent me dire qu'ils l'utilisent encore? Personne. Et pourtant, c'est un produit génial en termes de technologie. Le système gyroscopique qui est à l'intérieur, il est juste génial en termes d'expérience. Ceux qui ont utilisé, à mon avis, me diront pas le contraire.
Sauf que ce produit, il est issu d'une entreprise, donc le Segway, qui est un des plus gros investissements sur les outils de mobilité. C'est un produit que vous auriez pu concevoir d'ailleurs et puis vendre. Vous ne l'avez pas fait, donc bravo. Parce que effectivement, c'est un échec cuisant en termes de business par rapport aux investissements colossaux qui ont été mis dans cette entreprise. Pourquoi? Alors que, en comparaison, regardez dans les villes du monde comment on se déplace de plus en plus. Regardez tous les systèmes de mobilité qui sont en train de s'installer partout. Alors après, c'est bien, c'est pas bien, c'est critiquable. En tout cas, c'est une réalité mondiale en termes d'évolution des enjeux de mobilité. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que l'entreprise Segway, elle avait anticipé ça, parce que ça fait longtemps qu'ils ont démarré. Par contre, ils n'ont pas réussi à capter ce marché-là. Pourquoi? Parce que quand vous observez les gens et que vous les interrogez d'un point de vue anthropologique, hein, c'est-à-dire vraiment par rapport à ce que vous ressentez en termes d'expérience sur l'aspect fonctionnel, émotionnel et sensoriel, eh bien ça ne marche pas. Les gens disent « moi je ne veux pas me déplacer sur un Segway ». Et en fait, vous savez pourquoi? Parce qu'une fois qu'on le creuse, ouais, dis-moi, on a l'air con. Exactement. En fait, sur un Segway, on a l'air con. Et pas sur une trottinette, pas sur un vélo. Voilà. Sur un Segway, oui. Donc vous voyez, ça veut dire que l'aspect fonctionnel qui est brillant, l'aspect fonctionnel qui est remarquable sur le produit, eh bien, en fait, il ne suffit pas à faire que l'usage s'installe et que l'expérience soit souhaitable pour les utilisateurs. Du coup, pour préparer cette présentation, j'avais envie de vous transmettre ça. Alors peut-être que je me trompe complètement, mais en fait, il me semble qu'aujourd'hui, un enjeu vraiment essentiel dans ce que vous faites, c'est qu'il y a une organisation qui vient de votre histoire où les produits sont pris par catégorie de sport. Et c'est normal, c'est les sports qui orientent finalement vos activités. Mais moi, avec mon équipe d'InProcess, et quand on travaille à partir des sciences humaines, eh bien en fait, on voit autre chose. On voit qu'un utilisateur, de moins en moins, il résonne, en tout cas par rapport aux gens que vous adressez, que vous avez envie d'adresser, il résonne de moins en moins par rapport aux logiques de sport. Et j'ai pu passer un peu de temps avec vous depuis quelques mois maintenant. Et en fait, j'entends même des clients qui disent « mais en fait, moi, quand je vais chez Decathlon, c'est un super magasin de jouets. » Et en fait, pour moi, c'est une grande qualité. C'est pas un défaut. Au contraire, ça veut dire qu'on est sur des produits qui sont dans la vie courante. C'est peut-être plus le sport tel qu'on l'entendait à une certaine époque, mais en tout cas, c'est des enjeux d'expérience dont les gens ont besoin. Sauf que les gens, ils ne fonctionnent pas par suite de sport, de moins en moins. Ils fonctionnent par quotidien, comme on l'a vu tout à l'heure, et ils décident, à un moment donné, d'avoir des moments de sport, d'activité, de bien-être. Et là, il y a un potentiel énorme. En fait, cet effet-là, quand vous le mettez en mouvement, et je pense que Charles tout à l'heure en parlera encore plus en détail, eh bien en fait, il démultiplie un potentiel incroyable. Ça veut dire qu'en fait, dès que je me lève, finalement, j'ai des enjeux de mobilité, j'ai des enjeux de déplacement. Et puis à un moment donné, ces enjeux de mobilité, c'est peut-être pas du sport à vélo, mais c'est un besoin de vélo qui vit à côté d'autres éléments de mobilité que je vais utiliser. Donc je ne vais pas utiliser que le vélo. Donc finalement, comment il s'articule par rapport à tout ça dans mon quotidien? Est-ce que j'en ai plusieurs d'ailleurs, en fonction de mes mobilités cyclistes? Et puis, à un moment donné, j'ai des enjeux de sport. Et puis, j'ai des enjeux d'équipement de ma maison avec des éléments de sport de bien-être. Donc, en fait, vous voyez, quand vous prenez le sujet par des typologies de comportement, eh bien, en fait, vous démultipliez les chances d'avoir des relations avec vos produits. Mais vous voyez, c'est vu différemment. Ce n'est pas vu par des logiques de sport, c'est vu par des logiques utilisateurs qui activent ces temps d'antenne dans lesquels vous offrez ces expériences. Et je vous garantis, quand on le fait, vous multipliez au moins par 3, 4 les potentiels d'offres.
On pourra faire la démonstration, mais ça, pour le coup, je l'ai laissé à Charles parce que je pense que sa démonstration est plus forte que la mienne là-dessus. Et puis, c'était le jeu, moi, de plutôt vous montrer les bases de ce qui construit une expérience, puis de vous dire qu'effectivement, simplement en passant de logique verticale à cette logique horizontale, donc évidemment, c'est pas simple parce que ça nécessite des façons de faire un peu différentes au quotidien, mais c'est hyper efficace. Alors, on arrive sur la dernière partie. Tout ça, c'est bien, mais on fait comment ? Dans le on fait comment, c'est super simple. C'est-à-dire que la première chose, et vous me voyez venir, c'est en fait, on ne sait pas ce dont les gens ont besoin. On ne peut pas savoir. L'être humain, c'est sophistiqué. Vous avez vu, on fonctionne avec des fonctions, des émotions, des sensations. C'est facile de dire après, comme je l'ai fait, le segue, évidemment, c'était simple. Quand on est au début du projet, c'est pas si simple que ça. Donc ça veut dire que la première chose, c'est que quand on prend un sujet, par exemple un sujet de mobilité, il faut observer la mobilité d'un point de vue anthropologique. Et ça, c'est pas des designers, c'est pas des ingénieurs. Moi, je suis designer de formation, donc c'est pas moi qui le fais. Par contre, j'ai un tiers de l'équipe chez InProcess, qui est issu des sciences humaines. Ils sont anthropologues et eux, ils savent faire ça, quel que soit le sujet. Donc, vous voyez, il y a par exemple en haut à gauche les sujets d'observation de la mobilité qui ont été à l'origine des concepts de véhicules chez PSA les mieux vendus aujourd'hui. En haut à droite, on observe des couples qui se posent des questions d'aménagement de leur maison. Et là, le registre, tout ce qui touche à l'habitat, et vous avez des équipements, vous, qui vont dans l'habitat, c'est d'une sensibilité énorme. C'est-à-dire que, oui, le fonctionnel, c'est bien, le sensoriel, c'est bien, les matériaux, tout ça, mais le truc le plus important, c'est l'émotionnel. C'est-à-dire que tout ce qui touche à l'équipement de la maison, c'est hyper sensible sur ce registre-là. À gauche, ça va jusqu'à la réinvention de métier. On travaille pour KPMG sur c'est quoi l'avenir de l'expert comptable. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, quand on construit une expérience, potentiellement, on construit aussi de nouveaux métiers. Et dans la façon de les distribuer, dans la façon de coacher les gens quand ils font une activité et autres. Et en fait, le design d'expérience, c'est aussi le design de métier. Là, en l'occurrence, on travaille avec des métiers qui sont à risque. Les banquiers, les experts comptables, tous les métiers dont toutes les tâches vont être robotisées, en fait. Donc, autant dire que le registre émotionnel, il est hyper fort. Et puis, à droite, avec Vinci, sur comment on conçoit un stade demain. Donc, vous voyez, quel que soit le sujet, ça commence toujours, pour avoir de la matière vraiment efficace, par une observation anthropologique, c'est-à-dire s'immerger dans la vie des gens, et lire entre les lignes, et c'est la force des anthropologues, et je vous garantis, ça ne coûte pas très cher, mais mettez-en dans vos équipes pour, en amont de vos projets, observer la réalité des usages, parce que c'est ça qui fait que un Uber, c'est ce qu'ils ont fait, et ils ont vu qu'il y avait 3 piliers sur lesquels ils pouvaient construire leur offre, pas plus. Ces 3 piliers-là, si on les adresse bien, c'est hyper efficace. La deuxième chose, et là pour le coup, pour vous, je pense que c'est très facile, et ce que montre Charles le prouve. Il y a beaucoup de designers chez vous, de très bon niveau, et je pense que la seule chose qui est à faire, c'est de dire, en fait, avant d'aller tout de suite sur le produit ou la solution, c'est de passer un peu de temps sur le dessin de l'expérience. C'est-à-dire que, en fait, souvent, on est tous entraînés à ça. Moi, je sors des mêmes écoles. On a un enseignement qui vient des études et on se dit, OK, j'ai la solution produit. On a été entraîné comme ça. Et en fait, il faut se forcer, et c'est vraiment la clé de voûte dans le dispositif, à se dire, avant de faire le produit, je dessine vraiment l'expérience que je veux faire vivre sans imaginer le produit. C'est-à-dire que je mets le produit de côté, quoi. Je suis plus dans est-ce que là je veux activer des émotions, est-ce que je veux activer des sensations, est-ce que je veux faire gagner du temps ou au contraire avoir du temps de rituel. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait je vais designer avec un storyboard l'expérience qui est vraiment souhaitable et je mets le produit, la solution le plus loin possible à ce stade. Et ça se travaille ensuite avec des utilisateurs potentiels, dans ce qu'on appelle des expériences labs, où avec eux, on évalue s'il y a une appétence à vivre ou pas cette expérience. Mais vous voyez, il n'y a pas de solution à ce moment-là, produit. Et ça ne prend pas beaucoup de temps. Tous les designers savent dessiner, et donc c'est assez facile de déplacer un peu de temps vers cette activité-là. En haut à gauche, c'était des extraits, des scénarios qui avaient été faits en amont de la Peugeot 3008. La Peugeot 3008, c'est la voiture la plus vendue depuis la 205 chez Peugeot. Et bien en fait, c'est le premier véhicule qui a été conçu comme ça, avec InProcess donc, et les équipes de PSA. C'est la meilleure des ventes, tout pays confondu, toutes catégories confondues. Donc vous voyez, bien sûr, il y a eu du bon travail qui a été fait, mais surtout l'élément important,
c'est que comme il y a eu de l'anthropologie en amont pour observer les enjeux de mobilité avec des vrais gens, c'est-à-dire qu'il y a eu tout un travail sur comment je vis mes loisirs avec ma voiture, comment je charge des vélos, comment je vais dans une brocante, comment je vais chez Ikea, comment je vais aller faire du surf avec, est-ce que je peux ranger un sac de golf et tout ça dans ma voiture. Mais en fait, l'architecture de la Peugeot 3008, c'est la résultante de toutes ces informations qui viennent du terrain anthropologique. Et il n'y a pas photo. Les gens, ils retrouvent ce qu'ils disent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'illustration d'une étude anthropologique et des scénarios qui ont été faits en amont de la conception du véhicule. Et après, il n'y a pas besoin d'en dire plus. En tant qu'utilisateur, en fait, on reconnaît ça, on sent ça, puisqu'on a pris le soin d'observer avant sur quoi on était motivé. Et donc, c'est la meilleure des ventes. Voilà, et ainsi de suite. Donc, sur les exemples pour les stades de demain, comment on accueille les gens. Et donc, voilà, c'est que des scénarios, c'est que des bandes dessinées, finalement, d'expériences souhaitables. Et puis, le dernier élément, c'est qu'en fait, il faut parler d'argent. C'est-à-dire qu'on fait de l'anthropologie, c'est des sciences humaines. On fait du design d'expérience et donc on scénarise avant de faire un produit. Et 3, en fait, à chaque étape de ce travail, en fait, on peut quantifier la valeur sur laquelle on est en train de travailler. Vous voyez, quand on évalue un scénario de type Uber en amont, qu'on se dit j'ai fait gagner du temps en disant vous allez avoir une voiture dans tant de temps à tel prix, vous allez ensuite vivre une expérience qui est confortable, gagner du temps sur le temps et partir sans payer. Mais en fait, ces éléments-là, on appelle ça des territoires d'opportunité, vous pouvez quantifier leur valeur dès les premières phases. Donc vous savez très en amont, et si ceux que ça intéresse, je pourrais donner les clés de comment ça se calcule, vous pouvez quantifier très tôt la valeur économique de votre modèle et la valeur de votre expérience si vous êtes strictement sur un produit. Donc c'est ça la nouveauté. Et là, pour le coup, c'est très nouveau et nous-mêmes, en fait, on fait de la recherche là-dessus depuis 4 ans parce qu'il n'y a pas un financier formé de façon traditionnelle qui sait maîtriser ça. Il y a des gens qui travaillent sur les nouveaux business models, et notamment le business model génération et autres, mais ce n'est pas aussi avancé. Le truc qui est vraiment avancé, c'est de se dire, je pars des études issues des sciences humaines, je mesure le poids déjà des expériences latentes qui sont attendues par les gens. Je scénarise et là, en expérience lab, j'évalue le potentiel de ce que les gens sont prêts à vivre ou pas. Et on apprend autant des non que des oui à ce moment-là, puisque c'est comme une start-up, c'est que tout ce qui ne va pas, je l'abandonne très vite et je l'abandonne très tôt. Et par contre, ce qui va, je travaille dessus en profondeur. Et à la fin, c'est statistique. Ce que vous avez évalué en qualitatif, vous le retrouvez en quantitatif et ça marche. Regardez la Peugeot 3008, c'était exactement ça. Et voilà, donc on est obligé d'attendre que le produit sorte, qu'il soit vendu dans tous les pays pour mesurer ça. Donc ça, c'était au début des travaux. Maintenant, on sait le faire en amont. Donc ceux que ça intéresse, à votre disposition pour vous le montrer. C'est clé. Donc vous voyez, sciences humaines, design d'expérience et économie. Voilà, et donc les modèles, les suivants. En bas à droite, c'est le stade de Bordeaux, qui est le premier stade qui est issu de l'étude qui a été faite avec Vinci. Et ensuite, ça a été dupliqué sur Singapour et puis tous les stades du groupe Vinci. Donc vous voyez, c'est intéressant de voir que ce design d'expérience, en partant des sciences humaines, il touche des sujets très 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 différents, mais à chaque fois, c'est la même méthode. En conclusion, je pense que, vous allez voir, c'est un peu basique ce que je vais dire, donc n'hésitez pas à critiquer. Je pense que ce qui vous manque cruellement, mais c'est vraiment pas compliqué à ajouter, c'est les sciences humaines. Et franchement, ça coûte pas cher. Je suis basique, je suis le vendeur de base. Je suis pas anthropologue, mais voilà, je milite pour eux. Je pense qu'aujourd'hui, vous auriez dans vos équipes des gens qui vous éclairent sur les vraies motivations profondes des gens. Ce serait un gain formidable. Le design, vous l'avez. Il n'y a rien à rajouter, il faut juste déplacer un petit peu la notion d'expérience. Et ceux qui travaillent sur les économies, ceux qui sont sur la finance, ouvrez-vous à ces modèles et je vous dis là, à votre disposition pour vous montrer ça parce que c'est vraiment la clé. À vous de jouer.
Est-ce que vous avez des questions à poser à Christophe? Je descends parce que avec la lumière dans l'œil, je vous voyais pas. Ouais. J'aimerais bien savoir, en fait, pour l'exemple de la 3008, par exemple, Ouais. qu'est-ce que vous mettez en avant? Parce que comment vous faites le tri, en fait, dans tout ce qui sort? Il y a vraiment des points saillants, en disant le sac de golf, la baguette, enfin, dans tous ces éléments qui sont observés, il y en a peut-être des centaines, des milliers. J'imagine qu'il y a une synthèse. J'arrive pas à voir votre communication, en fait, entre Peugeot et InProcess. Ouais, je vois le principe. En fait, à l'époque, parce que ça date un petit peu, hein, les débuts de la conception de la 3008, en fait, le sujet, c'est d'observer sur le marché que les berlines, les monospaces ou les petits véhicules compacts, en fait, performaient pas sur plein de sujets d'expérience utilisateur. Et donc, le groupe PSA, à ce moment-là, s'est dit, mais en fait, on va utiliser les sciences humaines pour essayer de comprendre ce qui pêche. Et donc, ce qu'on a fait, c'est de dire, on va aller se mettre sur un parking d'IKEA. On va aller dans des brocantes. On va aller chez Truffaut. Et en fait, à chaque fois, le truc qui revenait, c'est que votre voiture, elle ne vous rendait pas service pour charger ce que vous aviez à charger. Par exemple, vous preniez une famille qui avait envie d'aller faire du vélo le dimanche. Mais en fait, la galère pour charger les vélos, charger les gens de la famille, les amis, revenir de la séquence de vélo plein de boue, voilà, la voiture, elle ne fonctionnait pas dans cette expérience-là. Donc en fait, cette somme de choses nous a fait comprendre qu'il fallait inventer une nouvelle architecture qui était ni une berline, ni un monospace, ni un petit véhicule de catégorie B, mais ce qui est devenu ce qui s'appelle maintenant le crossover, c'est-à-dire un hybride entre les trois. Donc vous voyez, à partir de ces éléments d'expérience, en fait, tout d'un coup, ça a permis de repenser une architecture de véhicule qui allait prendre en compte finalement la vraie vie des gens, leurs loisirs, quels qu'ils soient, faire du shopping, faire du sport, vous voyez, donc tous ces éléments de la vie quotidienne. Donc ça, c'était la première partie. Et après, parce qu'évidemment, il y avait beaucoup de choses, comme vous dites au départ, ce qui a permis de filtrer, c'est que ces scénarios-là, on les a présentés dans ces fameuses séquences d'Experience Lab, où on a immergé les gens dans ces histoires, et là, ils ont commencé à nous dire « Ah, ça, c'est essentiel, j'ai besoin de ça pour vraiment apprécier mon véhicule, ou pas. » Vous voyez, c'est-à-dire que c'est pas un focus group, c'est pour ça que ça s'appelle Experience Lab, c'est-à-dire qu'en fait, on vous immerge dans ces histoires possibles, et là, ces gens-là, finalement, qui sont des consommateurs potentiels, ils nous orientent sur ce qui est important et ce qui l'est pas. Donc vous voyez, ça, pour répondre à votre question, si je résume, ça se fait en 2 temps. C'est observer en amont et prendre plein d'infos, et là vous avez raison, il y a beaucoup de choses. Et après filtrer avec des utilisateurs potentiels au travers de scénarios améliorés sur lesquels là vous allez pondérer ce qui est vraiment saillant. Il y avait des trucs tout bêtes, par exemple, à l'époque vous achetiez un Renault Espace, qui est un gros véhicule, hein, et les golfeurs n'arrivaient pas à mettre le sac de golf dans le coffre. C'est une anomalie. C'est-à-dire quand vous achetez un gros véhicule, vous imaginez pas une seconde que vous n'allez pas pouvoir mettre le sac de golf dans le coffre. Donc vous voyez, c'est des petits trucs comme ça qui à un moment donné sont hyper saillants. Ils se disent, bah non, j'ai un gros véhicule, donc tous les trucs gros vont rentrer, quoi. Vous voyez, et là, en expérience là, ça monte immédiatement. Et c'est ça qui fait que ça permet de bien pondérer les choses. Bonjour. Vous parliez de territoire d'opportunité. Oui. Je voulais savoir jusqu'où vous pouvez aller dans la quantification en fait, de ces territoires d'opportunité. Si vous étiez même capable de quantifier des ventes de produits. Et si oui, quelle est la méthode, si elle est facile Alors en fait, vous avez vu la méthode, elle se fait en 3 temps. Donc première étape, on observe. Deuxième étape, on scénarise. Et troisième étape, on modélise. Donc en fait, les territoires d'opportunité, ils arrivent en fin de première étape. Donc en fait, à ce moment-là, vous pouvez voir le poids. Donc vous n'avez pas de données quantitatives du produit. Par contre, vous avez une quantification des opportunités qui sont en train de se présenter, les unes par rapport aux autres. Donc là, par exemple, si je reprends l'exemple de la 3008, en fait, vous voyez qu'il y a un vrai territoire d'opportunité sur je crée une architecture qui va me permettre de faire entrer plein de choses à bord. Et après,
Ça dit pas, vous voyez, il y a le système de coffre avec un vrai plancher plat. Tout ça, c'est venu après. Mais en tout cas, ça a stimulé les équipes pour dire, ces questions de chargement de tous ces éléments, c'est là où il y a les opportunités et c'est là où on va créer de la valeur. Et donc, c'est en temps 2, au niveau des scénarios, que là, on a pu rentrer plus finement dans quels sont les éléments qu'il faut mettre et commencer à les quantifier. Et c'est vraiment dans le temps 3, où là, une fois qu'on a le scénario complet, bah, du coup, on peut le mesurer en quantitatif. Mais vous voyez, dès le début, en fait, vous n'avez pas attendu la fin. Dès le début, vous pouvez mesurer le poids des ingrédients de votre expérience. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question. En fait, je fais la distinction un petit peu entre l'expérience du client qui se fait en magasin et l'expérience de l'utilisateur qui va plutôt se faire dans l'usage, donc post-produit. Et aujourd'hui, j'ai un peu le sentiment qu'on travaille en marque, enfin pour ceux qui travaillent en marque en tout cas, qu'on priorise beaucoup sur le produit. Et finalement, cette expérience en magasin, on ne cherche pas tant à créer quelque chose de nouveau. Et comme vous dites, on n'a pas beaucoup évolué en fait par rapport aux acquis précédents, à ce qui a pu être fait. C'est un peu le sentiment que j'ai. Mais en même temps, je répondrai de façon très humble parce que je ne l'ai pas étudié. Mais je pense que c'est certainement il y a des choses qui émergeront de ça. Je pense qu'il y a un décalage par rapport aux motivations des gens. Pourquoi je dis ça? C'est pas par rapport à vous, c'est que chaque fois qu'on fait un projet où il y a des enjeux retail et des enjeux de produits, on le fait beaucoup notamment dans les cosmétiques, avec des groupes comme L'Oréal par exemple, c'est particulièrement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a une déconnexion entre l'expérience en magasin et l'expérience que j'ai envie de vivre sur des produits de soins du corps, voilà, de beauté et autres. Donc ça, oui, je pense que c'est un vrai sujet qu'il faut regarder attentivement. Quel est le niveau chez vous de déconnexion? Je ne sais pas, mais clairement, c'est à regarder, oui. Merci. Moi, j'ai une petite question sur les métiers. Est-ce qu'aujourd'hui, ce raisonnement, il a un impact, on va dire, sur de nouveaux métiers? Parce qu'aujourd'hui, on a des métiers très cloisonnés chez Decathlon, designer, chef de produit, etc. Et donc forcément, quand on raisonne user experience, on se dit que potentiellement, il y a des choses à décloisonner. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, ça donnerait une émergence de nouveaux métiers demain? Oui, c'est un sujet important. Là, vous voyez, chez InProcess, nous, ce qu'on a fait, et il a fallu du temps pour le mettre au point, hein, donc je vais répondre aussi avec humilité, c'est pas tomber tout de suite, c'est de dire, en fait, quand on fait un projet, il n'y a pas de chef de projet. En fait, un projet chez nous, il fonctionne en trinôme, avec un anthropologue, un designer et un économiste. Alors, il peut y avoir des ingénieurs aussi, mais bon, ils sont plus dans la partie conception avec les designers. Vous voyez, c'est en gros, donc il y a sciences humaines, sciences de la conception et intelligence économique. C'est ça les 3 ingrédients. Il peut y en avoir d'autres. Hein. Donc, ça ne répond pas à votre question. Il n'y a pas à ce moment-là d'invention de métier, mais il y a déjà une organisation qui fait que les 3 ont en charge l'expérience. Il n'y en a pas un qui est responsable de l'expérience. C'est juste qu'ils ont un rôle, un qui a la tête tournée vers l'utilisateur final, c'est ça sa responsabilité. Un qui a la tête tournée vers les nouveaux, la création, donc l'invention d'un certain nombre de choses, et le 3e qui a la tête tournée sur ça donne quoi comme modèle. Rien que de faire ça en partageant ce qu'on construit et ce qu'on apporte à ce qui est central, qui est l'expérience, vous voyez, c'est un élément important. Donc c'est vrai que spontanément, je ne dirais pas qu'il faut un responsable expérience. Peut-être, il y a des modèles d'entreprise où ça existe, hein, pourquoi pas. Mais je pense que déjà, l'élément très simple, c'est de dire, en fait, à 3, à minima, on partage déjà un livrable commun qui est l'expérience et on a tous un rôle à apporter. Vous voyez, par exemple, dans les étapes, on va d'abord observer d'un point de vue anthropologique. Donc là, c'est l'anthropologue qui s'en occupe. Il ramène de l'information, il partage ça avec les 2 autres. Ensuite, le designer commence à scénariser une expérience. Mais à ce moment-là, il a à nouveau besoin de l'anthropologue pour dire, est-ce que, ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que l'expérience que je suis en train de construire, elle va résonner à des choses qui ont été vues sur le terrain, et oui ou non? Et c'est là où je disais, on apprend autant des non que des oui, parce que parfois, il y a de bonnes idées qui arrivent, et en fait, on n'a pas d'a priori. C'est le propre de l'anthropologie, on appelle ça l'anthropologie inductive. L'induction, c'est je me laisse surprendre par ce que je vais observer. On ne sait pas ce qui va marcher. Donc, on a eu des informations en amont via les études, on scénarise
En expérience lab, du coup, on évalue si ça résonne ou pas. Mais donc, vous voyez, à ce moment-là, on a toujours les deux cerveaux, celui qui projette un avenir et celui qui dit ouais, ça résonne ou pas. Comme je vous disais tout à l'heure, fonction, émotion, sensation. Hein. Donc c'est plus compliqué l'être humain. Hein. On ne fonctionne pas que sur 3 trucs. Mais si déjà on commence à qualifier ça, je vous garantis que on peut travailler sur la valeur. Donc en fait, en réponse, je dirais pas qu'il y a une invention de métier. Il y a plutôt une allocation de vos métiers sur les enjeux d'expérience. Et ça, nous, on le fait et ça marche. Hein. Donc, je pense que vous avez tout ce qu'il faut. À part les sciences humaines sur lesquelles, à mon avis, il y a quelque chose à ajouter. Parce que les sciences humaines, vous avez vu, l'anthropologie, je ne l'ai pas dit, mais je pense que vous le savez, ce n'est pas du tout les études qualitatives telles qu'on les fait aujourd'hui. Hein. Je ne dis pas qu'il n'en faut pas, mais il y a un changement hyper important, c'est que les études qualitatives telles qu'on les a connues, telles qu'on a été entraînés, sont basées sur le langage, on est sur du déclaré. C'est les sciences de la déclaration. L'anthropologie, c'est les sciences de l'observation. Bien sûr, on va entendre ce que les gens disent, mais on est surtout en train de regarder ce qu'ils font. Moi, si vous m'interrogez sur n'importe quel sujet sur lequel je travaille, je ne vais rien vous dire d'intéressant. Si vous m'observez dans mon quotidien, vous allez me voir utiliser une voiture, vous allez me voir faire du sport. En fait, là, vous allez observer des choses dont moi-même, je n'ai pas conscience. Donc, vous voyez, ce n'est pas une invention de métier. Par contre, c'est l'utilisation de métiers aujourd'hui qui sont essentiels. Et vous avez vu, c'est la clé d'entrée. Hein. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais... Ah. Ouais. Moi j'ai une question. Est-ce que c'est possible de rester mondial? Parce qu'aujourd'hui on a des offres qui sont globalement assez massifiées, même si on voit les limites avec 55 pays dans lesquels on est présent. Donc comment appréhender dans nos métiers où on rayonne sur tous les pays, est-ce qu'on peut avoir une expérience qui est universelle et mondiale, ou est-ce que ça va nécessiter d'affiner la connaissance et l'observation plus localement? Alors là aussi, il faut regarder les différentes activités, mais je dirais oui. En fait, il n'y a pas besoin de trop compliquer. Vous voyez, par exemple, vous prenez la 3008 encore, en fait, c'est un produit qui marche mondialement. Par contre, on a pris soin d'observer dans 3-4 cultures très différentes. C'est ça qu'il faut faire. C'est pour ça que l'anthropologie est clé. Et là, statistiquement, donc, nous, ça fait 17 ans qu'on fait ça. Quand vous avez un sujet que vous voulez international, vous observez dans 3 cultures très différentes, donc un pays d'Europe, un pays d'Asie, un pays d'Afrique ou un pays Amérique du Nord, Amérique du Sud, donc là, en fonction de variété, ou 4 ou 5, pas plus. Mais en tout cas, déjà avec 3, c'est très, très, très fort. Et là, vous allez déjà voir la capacité de votre expérience à être performante suivant les cultures. Et là, il y a différentes possibilités. Donc, soit vous avez un système qui est performant parce que vous avez bien adressé des cultures différentes, mais avec quelque chose qui fonctionne pour les 3 ou 4, soit vous allez être obligé de faire une adaptation. Donc, vous voyez, par exemple, je prends un exemple chez L'Oréal. On travaille sur tout ce qui est soins capillaires. En Asie, pour ceux qui connaissent, en fait, les hommes, les femmes se teintent les cheveux et osent des couleurs d'ailleurs assez extrêmes. C'est quelque chose qu'on ne voit pas facilement dans le reste du monde. Néanmoins, en faisant des conceptions d'expériences de produits, même de salons de coiffure pour la Chine, donc ils fonctionnent sur ces leviers culturels-là, où en gros les gens jouent beaucoup plus avec la coloration de leurs cheveux, et bien en fait vous obtenez des informations pour le reste du monde. Donc en fait c'est le même concept sur lequel vous êtes parti, on va dire sur la géographie dominante, parce qu'il y a une appétence sur cette nouveauté-là, et vous allez pouvoir la décliner facilement parce que vous avez pris soin d'observer ce que ça veut dire sur deux ou 3 autres cultures vraiment différentes. Donc j'aurais tendance à dire oui, et que finalement, même si on a 55 pays, si on prend déjà soin au départ d'avoir 3-4 cultures très complémentaires, donc on va jouer avec les complémentarités, bah finalement, on a quelque chose qui peut être assez facilement performant à l'international. Merci. Alors moi, il y a des choses, je voulais un peu échanger avec vous sur quelques résonances. On a parlé de motivation profonde des utilisateurs, et notamment en ayant une observation. Et tu parles de vrais gens. Tu vois, donc voilà, moi ça a résonné en moi. T'as parlé de fonction, mais tu as parlé aussi d'émotion et de sens. Et moi je pense que ce que tu as décrit, et ce que tu décris aussi dans toutes les relations, que ce soit Uber, que ce soit Airbnb, etc., c'est des expériences qui sont foncièrement humaines. Et moi, cette graine d'humanité
par rapport à ce qu'on est, et à Decathlon, ça me parle bien. Et je me dis qu'on a un territoire d'opportunité par rapport à cette graine d'humanité à explorer qui est énorme, et notamment dans le monde du sport. Voilà, je vous demande d'applaudir Christophe Rebourg. Merci bien Christophe.